Salut tout le monde! Nouvelle vidéo sur la Vim Software Appliance et surtout sur la partie automatisation. On peut automatiser le déploiement de l'appliance et donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous avez peut-être déjà vu cette magnifique photo générée par l'IA. C'est mon projet GitHub dont je parlerai probablement d'une partie 2 ou une partie 3 et qui permet justement de facilement mettre en place cette automatisation pour déployer rapidement les ISO. Donc l'idée, c'est juste une petite présentation plutôt orientée PowerPoint avant une partie 2 qui sera probablement plus technique et prise en main réelle de comment ça fonctionne et comment ça marche. Donc c'est quoi la Software Appliance, si jamais vous débarquez? C'est à quoi ça sert d'automatiser le déploiement, qu'est-ce qu'on y gagne, comment ça marche, et donc là je vais vraiment vous détailler comment ça marche sans pour vous expliquer comment le faire, vraiment, qu'est-ce que c'est des Linux, c'est quoi un Grub, c'est quoi un Kickstart. Si vous êtes familier avec Linux, tant mieux. Et ensuite, pour probablement comment le faire, on partira sur une vidéo numéro 2 avec toute la partie technique. Donc, restez bien avec moi, on va parler d'abord de l'appliance. Donc, l'appliance, c'est quoi? On a sorti une appliance sous Linux, donc c'est un Rocky modifié. Et ça vous permet rapidement de déployer une appliance, soit sous un OVA, soit sous un ISO. Elle est préfabriquée, préhardonnée, vous n'avez rien à configurer au niveau de l'OS, tout est directement fortement sécurisé. Tout ce qui va être patching, etc., c'est fait par Vim, donc c'est nous qui qualifions les updates en amont. Et vous n'avez aucune connaissance Linux à avoir, juste deux interfaces web, une pour le host et une pour VBR. Et ensuite, bah, il n'y a pas de lock-in, hein, donc je vous disais, c'est un ISO sur lequel vous pouvez booter, et ça peut être sur du hardware que vous voulez, sur de la Virtu, vous pouvez le déployer un peu là où vous voulez. Donc ça ressemble à ça, vous bootez sur l'appliance, soit sur l'ISO, soit sur l'OVA, et ensuite vous avez un wizard qui vous dit qu'est-ce que vous voulez installer, et ensuite comment vous voulez le configurer. Donc ça peut prendre un peu de temps à faire, de tout bien configurer, tout bien paramétrer, puisque avec la sécurité il y a aussi le MFA qui rentre en ligne de compte. Donc besoin d'avoir un code MFA, d'avoir un code administrateur, d'avoir un code Security Officer, également si jamais vous décidez de déployer cette fonctionnalité. Donc l'idée, on va parler de déployer le futur, c'est d'automatiser ce déploiement de la Virtual Appliance. Pourquoi? Bah, tout simplement pour améliorer l'efficacité opérationnelle, hein, pour avoir quelque chose de plus consistant. Quand vous déployez ça à la main, vous pouvez faire des erreurs, donc éviter tout ce qui est problème de risque, tout ce qui est risque de déploiement incorrect, tout ce qui est perte de temps. Et donc l'idée c'est de faire tout le cycle, l'intégration et le life cycle de l'automatisation le plus facilement possible. Et comme ça, vous allez pouvoir plutôt faire des choses plus intéressantes que juste configurer des appliances. Quand vous le faites à la main, bah faites des erreurs, vous le faites, c'est lent. Vous allez voir que si jamais vous le faites à la main un jour, bah vous avez une IP à entrer, faut pas se tromper dans les masques, faut pas se tromper faut récupérer le, le, le code MFA avec son téléphone, faut pas se tromper dans le mot de passe, parce qu'après si on boot et ben qu'on n'a pas le bon mot de passe, notamment avec le clavier en anglais, c'est compliqué. Le disastic c'est 15 caractères non consécutifs pour le mot de passe, enfin voilà, c'est. Et après il faut ensuite configurer tout le VBR. Donc moi ce que je propose avec l'idée de cette automatisation et ensuite bah, du script qui ira avec, c'est d'aller beaucoup plus vite. Je crois qu'on divise vraiment le temps par 70%, on touche à rien, on a bien on configure correctement nos paramètres, on boot sur l'ISO et hop, tout ce qui est plus aucune tâche répétitive, les VBR sont directement déployés et vous n'avez plus qu'à faire la partie plus intéressante de configuration si besoin. Donc comment ça marche? Comment ça marche? Voilà, on va d'abord construire des choses et ensuite on va en profiter. Mais avant tout, si jamais vous êtes familier avec Red Hat et tout le système de Kickstart, sachez que bah, donc la plane fonctionne sur Rocky, Rocky Linux. Et donc qui dit Rocky bah, dit tout simplement même fonctionnalité que le Kickstart Red Hat. Du coup, les IA sont très fortes pour ça. Vous pouvez prendre un Kickstart, le mettre dans ChatGPT, le mettre dans Gemini et directement avoir la liste de ce que vous pouvez faire, ce qu'il faut modifier pour améliorer le Kickstart, créer des scripts Kickstart. Enfin voilà, tout ça c'est vraiment du Red Hat, c'est du Linux. On va vraiment parler pur Linux là, plus que de parler Vim en tant que tel. Donc les trois grandes étapes pour automatiser un déploiement. Première étape, modification du grub. Le grub, c'est un fichier de config où on va avoir besoin de dire ok, bah je veux directement démarrer sur l'installation et pas démarrer sur un sous-menu.
qui va nous proposer différents types d'installations. Réinstallation, installation, Enterprise Manager, etc. On va modifier le grub. Ensuite, on a le Kickstart. Kickstart, c'est vraiment un fichier de customisation de requis. D'accord, c'est un fichier de config où il y a toutes les actions qui sont réalisées au moment du démarrage pour notamment hardener l'appliance, sécuriser les communications, les firewalls, les comptes d'accès, etc. Tout ça, c'est configuré dans le Kickstart. Et ensuite, on a un ISO. Donc là, il faut être capable de prendre les données de l'ISO, donc extraire notamment le grub et le Kickstart, les modifier et ensuite le renvoyer dessus. Et sur Linux, il y a un outil qui s'appelle Xor ISO qui est fait pour ça. Petite démonstration, si vous ouvrez aujourd'hui l'ISO d'une VSA ou d'une infrastructure appliance, vous allez avoir dans le dossier boot le grub.cfg. Et si vous ouvrez le dossier à la racine, vous avez que ce soit VBR, donc la VSA, ou les infrastructures appliance, vous avez la partie add-on repo, proxy, etc. Qui suivent un peu le même cheminement. Donc vous pouvez déjà les prendre sur Windows, les récupérer et les lire ou les donner dans une IA pour qu'ils vous les décrivent. Donc on va voir, il y a plusieurs modifications possibles, hein. Donc on va parler d'abord de la modification ISO et peut-être dans une vidéo numéro 3 comment on fait pour boot en réseau. Mais on peut, du coup, dès qu'on édite ce fichier de configuration, on peut le remettre dans l'ISO ou faire une boot en réseau, un genre de PXE, pour tout ce qui va être déploiement encore plus cloudifié. Souvenez-vous juste, c'est toujours du Kickstart Red Hat. Donc première chose, c'est vraiment du pur Linux, c'est le grub. Le grub, c'est ça, quand vous démarrez, ça vous donne des options d'aller sur VBR, de déployer VBR, de déployer Enterprise Manager. Nous, on va sauter tout ça. Euh, Concrètement, à quoi ça ressemble dans le fichier de grub? On va lui dire, voilà, le défaut, c'est d'aller faire une fraîche install. Le timeout, faut pas le mettre à -1 c'est illimité, mais du coup il faut le mettre à 1, à 10, à 20, ce que vous voulez pour que le timeout, que vous n'ayez pas besoin de rentrer quoi que ce soit et ça aille tout seul sur le défaut installation. J'attire votre attention sur ce qui est écrit ici en jaune. C'est justement, voilà, on lui spécifie le label dans l'ISO et on lui spécifie du coup surtout le fichier de config. Là, c'est le VBR config dans notre cas. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il faut rajouter du coup dans le grub instant assume eyes. Ça veut dire qu'on ne veut pas vérifier les checks. Il n'y a pas de check. On lui dit passe toutes les vérifications sans avoir besoin que l'utilisateur y valide quoi que ce soit. Une fois qu'on a fait ça, plus de grub, on boot sur l'ISO et on arrive directement sur l'init wizard d'une fraîche install. Et donc là, si vous y allez à la main, c'est licence, hostname, network, time, etc. Donc je vous invite quand même à le faire une fois pour savoir ce qu'il faut rentrer comme paramètre et à quoi ça correspond. Mais nous, l'idée, c'est que là, on voudrait bien que tout ça se soit pré-rempli. Et donc, on va aller partir dans l'édition du Kickstart. Petit disclaimer avant, il y a un KB qui vous dit que si jamais vous faites des modifications sur l'OS, directement, en route notamment, et que ces modifications ne sont pas faisables au travers du host manager, et bien vous êtes potentiellement sans support. Donc si vous rajoutez des packages, si vous modifiez de la configuration, vous enlevez des mesures d'ISASTIG, des mesures de sécurité, des mesures de hardening, là c'est pas conforme à la politique de support et donc vous êtes out of support. Tout ce qu'on va voir ensemble, c'est complètement supporté. On va changer le réseau, on peut le faire en interface. On va changer le nom, on peut le faire en interface. On va changer, on va lui préconfigurer des paramètres à rentrer dans le init wizard, mais tout ça c'est entièrement supporté parce que c'est des choses qu'on pourrait faire à la main. Et en fin de vidéo, je vous donnerai le lien d'ailleurs sur le Help Center si jamais vous voulez aller regarder à quoi ça ressemble sur le Help Center pour le faire. Donc, petit cours de Linux, un Kickstart c'est quoi? C'est d'abord une zone de système configuration, on configure juste la langue du Kickstart pour pouvoir facilement rentrer notamment le clavier en français. Une time zone pour pouvoir avoir les infos correspondant à la bonne zone sur au niveau de l'heure. Ensuite, il y a une section qui est pourcentage pré, qui est toute la partie préinstallation du script. C'est là où, notamment, dans l'appliance, il va y avoir toute la partie disque et toute la partie partitionnement du disque. Ensuite, il y a la partie post no chroot. C'est une partie qui est après l'installation. Et en fait, on est entre deux. On n'est pas encore dans l'OS, d'accord? On est toujours dans la partie post-installation. Tout a été écrit dans le volume, mais nous on est encore au niveau du live CD de l'OS et en train de pouvoir tout simplement interagir avec les fichiers sans pour autant être installé quoi que ce soit parce qu'on n'est pas encore dans l'OS. Mais on peut interagir avec les fichiers.
Et ensuite, une fois, c'est là où il se passe le plus de choses, c'est vraiment le post. Et le post install, c'est là où on est directement dans l'OS. Là, on est pour le coup directement dans l'OS, on a booté, on a reboot, on est dans l'OS, et là, il va appliquer encore toute une partie de configuration. Donc nous, quatre grosses étapes pour pouvoir automatiser le déploiement. Première étape, on va changer la langue et le time zone. Deuxième étape, on va aller dire à Vim, l'init wizard, c'est mort. Donc on va rentrer juste une ligne, enfin un fichier même, dans le kickstart en disant voilà, quand tu vas voir, dès qu'il va voir cette cockpit auto test disable init, hop, il n'y aura plus de init wizard et il va attendre du coup d'avoir un fichier de configuration. Donc on va créer un fichier de configuration qui s'appelle vbrinit.cfg et on va le feed, on va le donner au host manager. Au démarrage, le host manager, il va recevoir le fichier de config et du coup, il va rien demander au niveau de l'init. Voilà les quatre grandes étapes. Étape 1. Alors ça, c'est vraiment du Linux pur. Dans le Kickstart, on cherche la ligne avec le keyboard, on passe en français, on cherche la ligne avec la time zone, on la passe sur la time zone Paris, par exemple. Et ensuite, on peut changer aussi les paramètres de réseau, DHCP, et changer le hostname, ou alors passer en protocole statique et mettre une IP, un masque, une gateway, etc. avec toujours le hostname. Je crois qu'il y a un problème sur le static DNS aujourd'hui, mais voilà, ça devrait être résolu si c'est pas déjà le cas. Donc voilà, c'est générique et ça vous les trouvez au début du Kickstart quand on démarre. Commande numéro 2, on va chercher spécifiquement la ligne 216 là, juste après la partie vim post install commande et on va lui dire hop, crée-moi ce fichier, donc touch c'est créer un fichier dans le bon répertoire pour qu'il disable l'init wizard. Et ensuite on démarre le host manager. Le host manager va démarrer, il va dire ah j'ai pas, je ne fais pas d'init wizard. Très bien, donc je continue mon installation. Et ensuite on va créer un fichier de config. Ce fichier de config, les paramètres sont plutôt très parlantes, d'accord, notamment avec le mot de passe admin, la clé MFA de l'administrateur, si on active le MFA ou non, le security officer, pareil, password, MFA, si on active le MFA, le recovery au token du MFA, par exemple du security officer, on est censé pouvoir faire récupérer le security officer si jamais il a un problème avec une clé avec un token. Ensuite, les serveurs de temps, très important pour la partie MFA, il faut bien qu'ils soient résolus, résolvables et fonctionnels. Et ensuite, c'est juste générique, c'est pour démarrer VBR au démarrage de la machine. Donc généralement, on les mettra toujours sur vrai. Dernière étape, c'est ce fichier de config, on l'a créé, et ensuite on va le donner à manger au host manager. Alors ça, c'est un script Linux, d'accord. En vert en haut, on lui dit crée-moi un fichier bash, un fichier script, d'accord. Dans ce fichier script, prenez pas la tête, on va juste lui dire voilà, pour le host manager, tu apply init config le fichier de configuration qu'on a créé préalablement, d'accord. Et ensuite, on crée un service qui dit au démarrage, je veux que tu m'exécutes ce script. Donc dès que tu démarres, hop, tu m'exécutes le script qu'on vient de créer juste au-dessus, et le script qui est juste au-dessus, il passe le fichier de config au host manager. Terminé. Il redémarre après avoir fait toute sa config, et on se retrouve avec un OS déjà configuré. Donc dans une partie numéro 2, je vous montrerai exactement à quoi ça ressemble, hein, et ce que ça donne en live. Mais voilà, sachez que c'est juste les 4 paramètres à prendre en compte dans son Kickstart file. Et après, votre Paplabons, quand vous bootez dessus, hop, en 7 minutes, vous avez directement toutes les configs qui sont appliquées. Maintenant, je vais juste partir sur un petit sujet annexe. C'est la partie petite quest supplémentaire. C'est la partie MFA. D'accord. Attention à vos yeux et vos oreilles. Les effets spéciaux. Fou, fou, chia, fou. Voilà pour les effets spéciaux. Donc c'est le problème des MFA. Donc le MFA dans l'inconscient collectif, c'est souvent un QR code que vous scannez avec votre téléphone qui remplit votre authentificateur Google, Microsoft, tout ce que vous voulez. Mais derrière ce code QR code, en fait, c'est juste une string de caractères. D'accord. C'est un code de 16, 32, ça dépend des variantes. Mais donc ce code, vous pouvez le prendre et le mettre n'importe où. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire avec un Google Authentificateur. Il y a plein d'applications dans des password managers, etc., dans des trucs spécifiques pour le MFA pour éviter d'avoir 40 codes sur le même téléphone et la possibilité d'avoir le même code
MFA sur plusieurs devices. Dans le monde de l'entreprise, c'est pas possible qu'il y ait un seul téléphone qui soit capable de se connecter en vMadmin par exemple. Forcément, il faut que ce code, vous soyez plusieurs à l'avoir, voire sur un password manager. Donc l'intérêt aussi de cette appliance, vous avez vu, on est capable de lui passer directement le code MFA. Et ben en PowerShell, vous pouvez générer vous-même des codes MFA. Dans notre cas, c'est des codes de 16 caractères. D'accord. Donc on lui dit voilà l'alphabet que tu as le droit d'utiliser, fais-moi un truc aléatoire, et hop, il me gère des codes MFA à la volée. Et ce code MFA, bah, vous le mettez dans votre fichier de config, puis vous le mettez aussi soit sur votre mobile, soit sur une web app. Il y a un truc qui s'appelle 2FA, il y a un projet GitHub qui s'appelle 2FA qui permet de le déployer en conteneur. Password Manager aussi. Moi, j'utilisais Dashlane et également Bitwarden. Dans les deux cas, vous pouvez lui mettre cette clé-là et il va vous générer automatiquement les tokens. Donc c'est très facile. Et pour la partie Security Officer, le Recovery Token Generator, c'est tout simplement un GUID. Donc vous pouvez juste demander à PowerShell de faire un new GUID et vous avez un UID qui va avec. Donc tout ce que je viens de vous dire, ça marche pour la VSA, la Vim Software Appliance, mais ça marche aussi pour les VIA, Vim Infrastructure Appliance. Si vous déployez un proxy, et donc configurez automatiquement le réseau, le hostname et la partie host manager avec le mot de passe et tout, c'est pareil, ça marche. Harden Repository, c'est pareil, ça marche, etc. etc. Donc vraiment, si vous voulez déployer, je pense que dans peut-être la vidéo 3 ou 4, je vous montrerai que j'arrive facilement à déployer 3 machines, VSA, Proxy, Harden Repository, et avec un seul script PowerShell, j'arrive à connecter les trois ensemble pour faire vraiment un déploiement le plus automatisé possible. Donc si vous voulez en savoir plus au niveau de la documentation, c'est dans la partie déploiement du Help Center, donc je vous ai mis le lien en dur là en dessous, dans le User Guide, vous avez dans la partie déploiement, Software Appliance, il y a une partie, une attended configuration, et la première partie c'est Initial Configuration, c'est pour enlever le grub, et la deuxième partie c'est pour enlever carrément tout l'init wizard. Donc ça va juste vous donner à peu près les lignes de commande que je vous ai détaillées ici. Maintenant dans la partie 2, dans la vidéo qui viendra juste après, ce sera plus la partie technique. Donc on va voir ce qu'il faut éditer dans le fichier de config, à quoi ça ressemble, et surtout que j'ai fait un script. D'accord, j'ai un projet GitHub avec un script qui permet de tout faire sans vous prendre la tête. Vous lui passez juste les paramètres et après il va modifier l'ISO à la volée. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis surtout, allez voir la partie 2, 3, et probablement j'irai jusqu'à 4 parce qu'il y a pas mal de sujets et de choses à dire là-dessus. Merci à tous et à bientôt.